Y ahora quería llamar y dar la palabra, por favor, a Rita El Kayat. Es una importantísima intelectual marroquí, es autora de muchos libros, tiene una amplia bibliografía a las espaldas, es también psiquiatra, la primera psiquiatra del Magreb y, bueno, el podio es suyo. Bravo. Bonjour à tous, buongiorno a tutti. Je voudrais aujourd'hui mettre beaucoup de sensibilité et peut-être d'intelligence dans ce que je vais dire, parce que je pense que seule l'intelligence, la sensibilité et la beauté vont sauver le monde. Merci pour cette magnifique conférence, pour sa merveilleuse organisation. Merci au professeur Emanuele, merci au Terzo Pilastro. Alors, mon histoire est complexe et je voudrais parler en tant qu'agent culturel, mais aussi en tant qu'objet culturel, me proposant moi-même comme objet culturel à votre imagination. Je voudrais aussi déjà continuer avec ce qu'a dit Rania. Il y a 15 jours, je soignais une personne, je suis psychiatre et psychanalyste, je soignais une jeune femme qui a fini sa consultation, qui est sortie, qui est revenue vers moi me disant « Mais écoute, finalement tu m'as aidée, c'est très bien, je suis très contente, mais je voudrais, puisque mon cœur veut te parler, je voudrais te faire une suggestion. J'aimerais que tu mettes le voile. » J'ai été assez ennuyée, et je suis toujours très ennuyée par la manière dont les femmes et les hommes me saluent en me disant « Assalamu alaikum », ce qui est devenu une espèce de mot obligé et qui me choque beaucoup parce que dans ma ville patricienne de Rabat, ce salut, assalamu alaikum, était un salut masculin qui maintenant est devenu une espèce de signe de ralliement entre les musulmans et une manière obligée de s'exprimer. Cela veut dire simplement que énormément de faits culturels, comme celui de la politesse, c'est un élément fondamental, la politesse, la convivialité, la manière d'être ensemble. C'est donc un des aspects culturels qui fondent notre humanité. Je voudrais me présenter un peu davantage. Je suis maroco-italienne aujourd'hui, je suis italienne depuis 2007. J'ai eu l'honneur d'avoir une citoyenneté d'honneur italienne et je me considère comme un pont entre les cultures, un pont qui le vit à l'intérieur de soi-même et de sa chair, et un pont culturel qui veut rassembler les peuples, qui veut les faire dialoguer, qui veut leur apporter justement l'information sur l'autre, mais dans un état de participation totale, d'égalité totale et de dignité partagée. J'ai aussi deux mamans. Je rends hommage à la mienne, Madame Fatima Dormi Al-Khayat, dont les ancêtres viennent de Benidorm, qui a été frappée à mort enfant parce qu'elle demandait à son frère, qui lui était scolarisé dans les meilleures écoles françaises, de lui apprendre à lire et à écrire en français. Elle fut battue à mort quelques 80 ans avant Malala. Et je n'ai compris qu'il y a quelques années, 3 ou 4 ans seulement, croyez-moi, pourquoi je me suis dotée de 4 doctorats. J'ai étudié pour elle, j'ai étudié à sa place, j'étudierai jusqu'à la fin de ma vie pour elle. Ma deuxième maman est italienne, elle s'appelle Rosetta Di Mauro. Bizarrement, Di Mauro, on revient aux racines maures et à cet échange permanent entre les deux rives de la Méditerranée. J'avais préparé une leçon, une lectio magistralis
mais il est impossible de vous la délivrer parce que c'était une explication du fait et du phénomène culturel méditerranéen. Je l'ai localisé donc à la Méditerranée, mais le temps étant compté, je vais chercher d'en dire quelques mots, quelque chose qui peut vous faire aller plus loin, et j'irai aussi plus loin avec vous en me posant des questions sans arrêt. D'abord, je voudrais rendre hommage à Fernand Braudel, œuvre colossale qui m'a permis une connaissance approfondie de cette ère culturelle fondatrice des civilisations pré-monothéistes et monothéistes. C'est une œuvre colossale. Je vous en recommande la lecture pour ceux qui, comme moi, sont des amoureux de la Méditerranée. J'ai cherché à étudier l'aspect matériel et immatériel de cette culture méditerranéenne qui est la mienne, encore que moi, je sois une arabe atlantique, puisque mon pays est le seul pays arabe à avoir deux façades, une sur l'Atlantique et l'autre sur la Méditerranée. Je suis née à Rabat, donc au bord de l'océan Atlantique. Ma ville, ma bonne ville de Rabat, que j'ai quittée hélas pour le monstre Casablanca, pour la mégapole Casablanca, est aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO. Et Rabat contient à peu près toutes les couches civilisationnelles que l'on peut imaginer et qui inclut donc et la civilisation atlantique et méditerranéenne et africaine noire. Dans cette culture méditerranéenne des femmes, dans le passé, il y a énormément d'aspects, mais ceci nous permet de mettre un lien entre ce qui est la culture, qui est opposée en fait à la nature. Et dans le passé récent même, ou dans l'actualité de certains pays et de certaines places culturelles, les cultures traditionnelles, indigènes, locales, inscrivent la femme dans le rôle de la nature, et c'est-à-dire et principalement dans celui de la maternité et du rôle de mère nourricière pour l'enfant et mère nourricière donc pour sa famille. Donc c'est un côté de la féminité qui est extrêmement intéressant et qui est proche de la nature. D'ailleurs, je vous signale que les premières statues jamais trouvées dans le monde, celles de Grimaldi, entre l'Italie et la France, sur la Méditerranée, sont celles des Vénus, qui sont de toutes petites statues, avec des femmes énormes qui représentent la féminité. Beaucoup d'elles portent un enfant, sont enceintes, et ceci veut dire que peut-être, dans des temps extrêmement passés, eh bien, on avait peut-être autour de la Méditerranée des matriarcats. La question reste posée en anthropologie, elle n'est pas résolue. Donc, de ce rôle de mère, qui est longuement préparé chez la petite fille et la jeune fille, qui se mariaient très tôt, il faut tout un temps et tout un gap pour passer vers un rôle plus culturel, dans le sens actuel du terme. D'ailleurs, qu'est-ce qu'est la culture ? La culture est un phénomène appréciatif qui n'est apparu que dans les années 60, et d'ailleurs beaucoup grâce à des personnes comme André Malraux, et aujourd'hui dans pratiquement tous les pays du nord et du sud de la Méditerranée au moins, nous avons des ministères de la culture. C'est un fait récent que de s'intéresser à la culture. Donc la culture est diversement partagée, mais toute société a sa culture et toute société a ses traditions. Et donc, il ne peut pas y avoir un clivage entre ces sociétés et celles-là, parce que toutes, finalement, qu'est-ce qu'elles nous proposent dans la culture ? Elles nous proposent les modes de naissance, les rites pubertaires, elles nous proposent les mariages, les cérémonies de mariage, et puis aussi toutes celles qui entourent les rites funéraires. Ces cultures donc sont partagées dans le monde entier. Celles de la Méditerranée sont extrêmement colorées, mais voisines, mais très souvent voisines, très souvent comparables.
Et aujourd'hui, on peut parler d'autre chose, une espèce d'immersion des deux rives de la Méditerranée et de la condition féminine et de tout ce qui représente notre vie quotidienne, une immersion dans la modernité. Nous vivons dans une époque réelle de globalisation, dans ce village planétaire, puisque l'information aujourd'hui nous met en présence d'un Chinois à la seconde où nous envoyons un email, ou d'un Américain qui n'est pas encore réveillé, puisque nous avons quelques heures de différence. Et tout cela est en train d'agir et de travailler. D'ailleurs, j'en ai fait un livre avec un auteur italien, un sociologue et psychologue, Alain Goussot. Nous avons écrit ensemble un livre qui s'appelle « Métissage culturel au pluriel ». Et nous avons beaucoup réfléchi sur ces métissages qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans le monde. D'ailleurs, j'ai interpellé très fort à son passage à Rabat, j'ai interpellé Pascal Lamy quand il était directeur de l'Organisation mondiale du commerce. Je l'ai déjà interpellé en disant « Mais nous avons, nous, sur les rives sud de la Méditerranée, une consommation de la culture au rabais. Nous ne profitons pas de ce que le monde produit d'extraordinaire ou d'exemplaire, et ce que nous produisons, ce que nous écrivons, ce que nous filmons, ce qui est notre architecture, notre design, etc., ne passe pas vers l'Occident, ou alors il est consommé sous forme d'orientalisme. Cette faiblesse inhérente à nos conditions, mais imposée aussi de l'extérieur, est un problème qui se pose à nous. Par exemple, moi je viens du Maroc et je peux vous dire qu'il y a une efflorescence extraordinaire d'écrits féminins, principalement en langue française. Le problème, c'est qu'il y a une faiblesse encore très réelle, une fragilité dans la création, une espèce de niveau encore, un niveau de starting block. Ce problème se comprend très bien puisque les femmes sont encore analphabètes au Maroc, et j'ai honte de le dire, à 60 à 70%. Elles sont alphabétisées dans les villes, elles sont beaucoup dans les parties excentrées du Maroc et les parties montagneuses. Elles sont même quasiment analphabètes à 90%. Parce qu'il est difficile pour une petite fille de la campagne d'aller à l'école, parce que l'école est loin, parce qu'il y a les habitudes, comme disait Rania, d'empêcher le corps des petites filles d'aller vers le savoir, parce qu'on a peur pour le corps de la petite fille et de la jeune fille. C'est encore un tabou. C'est une honte. Le corps de la femme est assimilé à quelque chose de honteux et même de répréhensible quand il se démontre, quand il se dévoile. Alors, ce que nous ne savons pas dans un certain nombre de pays, c'est que nous avons une histoire qui a été décrite par toutes mes collègues, qu'elles soient syriennes, qu'elles soient algériennes, qu'elles soient iraniennes. Nous avons une histoire tunisienne, nous avons une histoire fantastique. Et hier, en écoutant le professeur Anissa parler, je pensais aussi à Fatima El-Fihri qui a fondé la plus ancienne université au monde, qui est la Qarawiyyin à Fès. Et les deux plus anciennes universités au monde sont donc la Qarawiyyin à Fès et celle de Bologne. Alors, Fatima El-Fihri est un jalon qui est un départ dans ce que les femmes, à travers les siècles et les millénaires, vont arriver à faire. Et puis, il y a une reine qui était la femme du très grand roi Moulay Ismail. À la fin, quand il était extrêmement affaibli, l'Allarnata a compris que pour avoir des alliances, elle devait se reposer sur les doctes de l'islam, les fameux oulémas. Et donc, elle a fait alliance avec eux. Elle est partie de Meknès à Fès pour faire alliance avec eux et sauver le trône. Et puis, il y a un nombre incalculable de femmes après ces deux femmes-là.
les pilotes, la première, Touria Chaoui en 1958, etc., ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir que quand le Maroc était sous protectorat espagnol et français, en 1947, le roi Mohamed V est allé à Tanger, qui était une zone internationale gouvernée par 7 puissances occidentales. Il a fait un discours historique pour demander l'indépendance du Maroc et il a dévoilé sa fille, la princesse Aïcha, qui à 17 ans a fait 2 discours, le même discours en arabe et en français, féministe, appelant à l'émancipation des femmes. Et cette émancipation a dévoilé toutes les Marocaines qui, cependant, se revoilent depuis 25-30 ans. Aujourd'hui, on peut dire que les Marocaines sont voilées à peu près 80%, avec des régions où le voile est même à 90%. Ceci est un recul, pour moi, culturel, civilisationnel et anthropologique. Je suis féministe, je suis moderniste, je suis scientifique. Je voudrais que tous les peuples du monde partagent ce que nous avons de plus beau, c'est-à-dire l'art, la science, les lettres, la musique, la danse, le bien-être. J'ai été bouleversée quand j'ai appris en Italie, en 2006, qu'il était interdit aux femmes de chanter en Iran. J'ai été bouleversée parce que pour moi, la voix est un instrument que j'ai beaucoup utilisé. J'ai fait beaucoup de radio, de cinéma et de télévision. Je fais encore une émission littéraire quotidienne sur la chaîne nationale marocaine. Et pour moi, c'était cinglant qu'on puisse me dire « Tu ne dois pas utiliser ta voix ». Mais pourquoi ma voix n'existerait-elle pas? À ce moment-là, si ma voix se tait, elle se tait dans la réalité, dans l'imaginaire et dans le symbolique. Je suis quelque part tuée si ma voix s'arrête. Alors aujourd'hui, nous vivons une période extrêmement dure et difficile. Dans mon pays, le gouvernement actuel est un gouvernement islamiste qui sévit depuis plus de 3 ans et qui nous remet dans un Moyen-Âge total. Par exemple, la ministre de la Famille, Bassima Hakawi, a légitimé le viol d'une jeune fille de 16 ans en disant « oui, elle doit être mariée au violeur ». Ce qui, pour moi, psychiatre et psychanalyste, est une monstruosité intolérable. Amina Filali est morte. Et Madame Hakawi a quand même été battue parce qu'aujourd'hui, au Maroc, la loi a été abrogée. Moi, je n'ai pu écrire qu'un poème sur Amina, que j'ai appelé la fleur violée. Aujourd'hui, nous reculons tous les jours. Pourquoi? Parce que d'abord, l'enseignement, l'instruction que nous avons depuis 40 ou 50 ans est d'extrême mauvaise qualité. Nous avons été arabisés de force. Cette arabisation a été sauvage. Elle s'est faite dans de très mauvaises qualités, parce que n'importe quelle langue peut s'enseigner dans les meilleures conditions. Or, l'arabe, dans nos pays, en tout cas au Maroc, est porteur de valeurs insufflées par certains partis politiques rétrogrades pour laisser les gens au stade premier de leur développement. Arabisation catastrophique. Et aujourd'hui, un panorama culturel qui est extrêmement schizophrène. Parce que nous avons l'école italienne, l'école anglaise, l'école américaine, l'école belge, l'école espagnole, l'école italienne. Et les plus nantis vont vers les écoles occidentales et font des études en Occident. Et le peuple, les femmes, sont dans ce marasme culturel qui fait que nous n'avançons pas assez vite. En tout cas, à mon point de vue, puisque je peux faire des comparaisons entre les pays, entre tous ces pays que je visite, valise à la main. Nous reculons. Il y a une destruction de la culture, alors qu'il y avait une apogée, par exemple dans le domaine du cinéma, où je suis extrêmement incluse. Nous sommes arrivés à avoir une fantastique production de long métrage. J'ai été la première femme présidente du fonds d'aide. Donc,
je donnais 6 milliards par an pour faire les films. Depuis l'avènement des islamistes, le ministre de la Communication, qui donc régit le cinéma au Maroc, a demandé qu'on fasse du cinéma propre. Qu'est-ce que ça veut dire, le cinéma propre? D'abord, nous avons mis 50 ans à avoir un baiser sur l'écran et 50 ans à avoir un verre de vin entre des protagonistes d'un film. Aujourd'hui, on veut un cinéma de la famille. Alors, j'espère qu'on aura des Charlie Chaplin, j'espère que nous aurons des Laurel et Hardy, mais pour ce qui est du cinéma tel qu'il était en train de monter, je crois qu'il va y avoir une espèce de récession du nombre de films et de la portée, de la force qu'il y avait dans ces films. Il y avait des films absolument remarquables. Dans les 10 dernières années, on en compte au moins 4 qui sont de niveau mondial, comme par exemple Casanegra, qui est un phénomène culturel qui parle de la ville, de ce monstre de Casablanca, et qui est, à mon avis, un très 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 bon film. Alors, moi, je vais probablement continuer encore. J'ai choisi d'être avec vous. Je suis très content d'être avec vous parce que je devais présenter ce livre à Tanger, où il y a exactement aujourd'hui, hier et demain, un gros congrès international aussi sur les femmes. Ce livre s'appelle « La femme artiste dans le monde arabe ». Je crois que la sensibilité, l'intelligence et la beauté sauveront le monde, que nous devons mettre en commun notre énergie, notre force, notre beauté, nos capacités à nous remémorer le passé. Nous, les femmes, avec notre force, qui est une énergie tellurique, nous tenons notre force de la terre. Mais nous sommes aussi des Vénus sorties de l'eau. Et puis dans l'air, nous émettons des créations, des poèmes, des livres. Nous nous sommes mis à peindre, ce qui est interdit. Nous nous sommes mis à sculpter. Il y a une Marocaine grande comme ça, qui fait des statues colossales, et qui est Ikram Qabbaj, et qui est un fantastique sculpteur qui est maintenant mondialement reconnu. Je ne voudrais pas que nous, les femmes, nous quittions nos pays pour devenir, par exemple, Zaha Hadid. Zaha Hadid est le plus grand architecte femme au monde. Elle est irakienne d'origine. Si elle était restée en Iran, elle serait peut-être morte sous une bombe. Et je voudrais conclure en... Je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes, Madame la Présidente. Je voudrais conclure par un appel désespéré, mais en même temps vibrant. Comme la civilisation nabatéenne a été éradiquée de l'histoire de l'Arabie saoudite, comme il nous est interdit, nous musulmans, de parler de toutes les civilisations antérieures à l'islam, comme les civilisations en Iran ont été interdites, celles qui ne sont pas islamiques, comme il y a un génocide culturel total maintenant au Moyen-Orient avec Daesh, comme il y a eu la destruction des colosses de Bamiyan, des Bouddhas de Bamiyan, comme aujourd'hui ce merveilleux musée avec les tablettes sumériennes en Irak a été dévasté, ceux de l'Égypte aussi. La Syrie est détruite. La Syrie est un joyau patrimonial mondial. Je lance ce cri. Je demanderai à toute personne présente ici de militer pour que notre culture ne disparaisse pas, pour que nous ayons des chances égales aux vôtres qui vivez en Occident, de nous exprimer, d'être nous-mêmes, de partager avec vous et d'être tous dans une dignité pour construire un monde meilleur. Et je vous remercie.